Merci PA, merci tout le monde. Effectivement, on va vous parler d'un sujet pas forcément hyper marrant, mais extrêmement important. Bon, il y a déjà un petit indice tout en bas à gauche de quelques conclusions qui vont venir, mais le thème d'aujourd'hui, c'est débuggons la démocratie. Alors, on va commencer par une petite histoire, une histoire d'actu. Vous en avez sûrement entendu parler, mais le 6 décembre dernier, le 6 décembre 2024, il y a eu une réelle bombe démocratique en Europe, dans l'Union européenne. On a eu une annulation d'élection présidentielle par une cour constitutionnelle. Bon, bon vous devinez constitutionnelle derrière. Mais il y a eu une annulation d'une élection qui était légitime jusque-là en Union européenne. Donc c'est vraiment un événement sans précédent. Et pourquoi est-ce que ça a été annulé? Ça a été annulé en partie, mais pas que, en partie par des soupçons qui ont été avérés de campagne massive de manipulation de l'opinion en faveur du candidat pro-russe, Georgescu en l'occurrence, sur TikTok. Alors là, vous voyez, c'est une étude qui a été faite par Florent Lefebvre, Flef Grave, que vous connaissez sûrement sur les différents réseaux. Là, c'est des vidéos TikTok, une vidéo TikTok de Lasconi, qui est la candidate pro-UE. Et la plupart des commentaires sous ces vidéos, c'est des commentaires pro-Georgescu. Donc là, c'est vraiment un peu du cherry picking sur quelques vidéos, mais je vous invite à lire l'analyse complète de Florent, qui démontre réellement l'ampleur de la manipulation. Florent a fait une première analyse, il y a eu d'autres analystes indépendants qui ont fait également d'autres analyses, les renseignements roumains en ont fait, et sous le capot, derrière, quand on enlève le masque comme dans Scooby-Doo, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Il y avait, en l'occurrence, des Russes. La campagne a été annulée, elle a été reconduite en début de cette année. Finalement, Georgescu a perdu l'élection. C'est le candidat, alors c'était plus Lasconi, mais c'était quelqu'un de son parti, qui a fini par gagner les élections. Mais en tout cas, ça montre vraiment l'impact dès aujourd'hui des réseaux sociaux, et en l'occurrence de TikTok, sur les démocraties modernes. Alors, les réseaux sociaux, c'est que du code, entre guillemets. Sous le capot, là, c'est des algorithmes. Nous, professionnels de la tech, on sait à peu près ce que c'est un algorithme. On ne sait pas ce qu'il y a sous le capot de TikTok, mais on a quand même quelques billes pour essayer de comprendre ce qui se passe. Les commentaires, les vidéos, tous les contenus sur les plateformes, on peut les récupérer sur des API. On peut les manipuler et essayer de les analyser quand même bien plus vite et bien plus rapidement que les journalistes à papa qui vont aller ouvrir chacune des vidéos et essayer de compter manuellement le nombre de Georgescu versus les autres. Donc peut-être que nous, professionnels de la tech, développeurs, développeuses, ingénieurs, on a peut-être une responsabilité pour protéger nos démocraties. Et c'est exactement le sujet du talk aujourd'hui. Donc on est Mathis et Clément, on est frères, et on a cofondé avec une troisième personne dont on va parler plus tard, Agoratlas, qui est un observatoire des réseaux sociaux, et on fait de l'analyse des réseaux sociaux à grande échelle. Donc pas que TikTok, mais on va principalement parler de TikTok aujourd'hui. Au programme, on va vous présenter notre toute première étude publique qui a été faite, comment est-ce qu'on a accidentellement découvert un réseau de bots russes. On va aussi vous parler des élections canadiennes qui sont passées le 28 avril dernier, et essayer de savoir si elles étaient truquées ou pas, ou manipulées. Et enfin, quelques billes pour comment est-ce que vous pouvez aider aussi. Ça fait rire là-bas, j'ai l'impression. Alors, tout commence par un peu de curiosité autour d'un événement dont vous avez sûrement entendu parler. En mars dernier, il y a eu cette rencontre entre Donald Trump et Zelensky à Washington, qui parlait de politique générale et un peu de Russie, où il y a eu une certaine forme d'humiliation de Trump vis-à-vis de Zelensky. Et nous, on s'est dit, mais de quoi parlent les Français, ou à minima les francophones, de qu'est-ce qu'ils en pensent, les francophones, de cette rencontre? Est-ce qu'ils étaient plutôt outrés par l'affront de Trump, ou au contraire plutôt anti-Zelensky? Bref. Donc on s'est juste un peu intéressé, mais enfin voilà, un peu dans notre canapé sur Twitter. Et on a vu quelques commentaires au début qui étaient un peu bizarres,
très pro-Trump, anti-Zelensky, et on en a vu vraiment beaucoup, mais à une proportion même qui nous surprenait. Plus surprenant encore, on a vu ce genre de contenu. Donc ça, c'est du contenu qu'on a vu à la main, entre guillemets. Vous voyez que ces 6 tweets, c'est 6 fois exactement la même information, qui a été non pas copié-collé, mais un tout petit peu modifié à chaque fois, mais qui raconte vraiment exactement la même histoire, par des comptes complètement différents. Donc là, à partir de là, on s'est dit, il y a vraiment un truc bizarre qui se passe, peut-être qu'on va se remonter les manches et mettre un peu les mains dans le cambouis pour voir ce qui se passe fondamentalement sur le réseau. Alors moi je vais vous parler un peu plus de rentrer dans la technique, parce que moi c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on fait? Alors en voyant ça, on constate qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe, on veut caractériser. Est-ce que c'est quelque chose qui est répandu? Est-ce que juste on est tombé dessus par hasard, on n'a pas eu de bol? Est-ce qu'il y a ça dans les deux camps? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on lance une récupération. Donc là, on a lancé une récupération de l'intégralité des tweets. Nous, on aime bien bosser sur des très gros datasets. Alors là, il est quand même de taille raisonnable parce que c'est un événement qui était contraint donc on avait restreint des tweets francophones et tout ça. Donc tweets francophones sur les 24 heures qui ont suivi la rencontre pour vraiment avoir les réactions à chaud et qui contiennent simplement le mot Zelensky, alors avec les différentes orthographes. Tout ça dans l'objectif de essayer de capter un maximum de données possibles sans la biaiser d'un côté ou de l'autre. On aurait pu dire, par exemple, on aurait pu chercher le mot humiliation avec, mais là, ça aurait vraiment biaisé les résultats de la recherche et les résultats de l'analyse envers un camp ou l'autre. Là, nous, ce qu'on vise, c'est vraiment de récupérer un maximum de données et qui soit la plus neutre possible pour pouvoir faire une analyse qui soit vraiment objective sur ce qui se passe réellement sur ce réseau social à ce moment-là. Donc là-dessus, on récupère 77 000 tweets. Et c'est là qu'on commence à fouiller. Alors la fouille donc ce qu'on fait en tant qu'observatoire des réseaux sociaux, on a plein de manières d'analyser de la data. Ça va jamais être la même chose. Les choses qu'on va découvrir vont nous guider, et donc ça va être vraiment plus un travail de scientifique, plus orienté sur la curiosité que vraiment sur des traitements qui sont sur étagère et qu'on va faire toujours les mêmes. Alors là, les premiers traitements qu'on fait, ça va être quand même assez classique et ça va nous permettre d'orienter un petit peu la suite. En plus de ça, vous vous souvenez, Clément vous a montré des tweets qui étaient massivement dupliqués. Ça, pareil, ça peut être une analyse un petit peu approfondie où on va essayer d'orienter pour trouver des choses intéressantes là-dessus. Alors, ce qu'on va faire, donc, on va chercher pas mal de choses. Là, la première chose qu'on va regarder, c'est quand est-ce qu'ont été créés les comptes qui ont publié des tweets. Donc, on s'attend à avoir une répartition à peu près uniforme sur l'existence de Twitter, peut-être quand même biaisée vers les dates plus récentes, parce que forcément, des très vieux comptes vont avoir tendance à être plus inactifs. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est ça, les dates d'inscription des comptes. Alors, on en voit la très grande majorité ont été inscrits après 2021, alors que Twitter, ça existe depuis très longtemps et c'est très connu depuis les années 2010. Et on a vraiment un très très gros pic fin 2024, début 2025. Alors on zoome un petit peu. Si je zoome juste sur cette partie-là, on voit que pareil, c'est pas uniforme, on va avoir différents pics, et là on va essayer un petit peu de faire de la rétro-ingénierie. Qu'est-ce qui s'est passé à ces dates-là? Donc là on rappelle, c'est les dates de création des comptes de gens qui ont parlé de la rencontre entre Trump et Zelensky. Et en fait, on arrive parfaitement à matcher ces dates jour pour jour à des dates clés de la présidence Trump, donc de la nouvelle présidence Trump. Donc les résultats de l'élection, son investiture, et après quelques rencontres. Donc voilà, c'est des comptes qui, dans une certaine mesure, ont été actifs, ont été même activés à ces dates clés-là. Deuxième bout d'analyse qu'on peut faire, donc on disait, bon, les contenus dupliqués, comment est-ce qu'on peut les caractériser? Comment est-ce qu'on détecte ça? Alors il y a plein de manières de le faire. Chercher des n-grammes qui sont communs entre les messages, chercher plein de termes, faire des TF, IDF, essayer de faire des rapprochements comme ça avec lesquels sont les plus similaires. Nous, on utilise pour ça une technique qui est basée sur du coup des réseaux de neurones, donc des embeddings. On va simplement calculer les embeddings de tous les tweets et regarder ceux qui ont des embeddings proches. Et ensuite, ceux-là, on va pouvoir derrière faire une analyse un peu plus fine, par exemple détecter si effectivement il y a des mots qui sont en commun. Les embeddings peuvent aussi, sur des réseaux de neurones multilingues, détecter des contenus dupliqués dans plusieurs langues.
parce que les embeddings vont rester relativement proches, même si on traduit. Donc ça, pareil, en fait, avec la puissance de l'IA, on peut complètement mettre en place des détections comme ça qui vont pas se faire berner par des petites techniques assez faciles de mettre un emoji entre deux mots et que ça casse complètement les filtres. Là, les embeddings, ils vont nous permettre de relier entre eux, deux à deux, les contenus similaires et ensuite de créer des espèces de petits clusters pour voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est exactement ce qu'on observe là. Donc le cluster de la procédure de destitution, c'est vraiment un tout petit élément de cet écosystème-là. Il y en a énormément, des groupes de contenus dupliqués. Le plus gros étant celui qui critique von der Leyen, Macron. Il y en a, voilà, Zelensky et Macron et leurs amis souhaitent leur guerre, etc. On en a un aussi tout en haut là qui est intéressant. Tweet 4 fois par jour sur l'Ukraine, mais où est la justice pour le Congo? Donc là, c'est un autre camp, voilà, qui est ni pro-Trump ni pro-Zelensky. C'est des gens qui demandent et qu'est-ce qu'on en pense du Congo. Donc on a tout. Et là, on retrouve effectivement ce qu'on disait plus tôt, c'est d'essayer de ne pas biaiser l'analyse envers un camp ou vers l'autre. Donc là, c'est une analyse. S'il y avait eu du spam pro-Zelensky, on l'aurait trouvé. Preuve en est, il y a du spam pro-Congo. On arrive à le faire émerger de ça. Donc voilà, ce genre de spam, il est très très majoritairement pro-Trump, anti-Zelensky, anti-UE. Et donc cette analyse que je vous présentais avec les embeddings, bah, en fait, on n'est pas du tout les seuls à l'avoir imaginé. Et il y a des gens qui l'ont inventé avant nous, donc ça c'est aussi rassurant quand on fait de la recherche ou quand on monte une boîte, que d'autres ont fait des choses à peu près similaires, on sait qu'on va dans une bonne direction, qu'on va pas faire inventer n'importe quoi. Et donc il y a un outil qui s'appelle 3Delta, qui a été inventé, qui a été développé et open sourcé par Viginum, qui est donc l'agence du gouvernement français qui cherche à lutter contre les ingérences étrangères en ligne, donc notamment tout ce qui est désinformation, tout ce qui est manipulation de l'opinion. Et cet outil-là, donc c'est celui-là qu'on a mis en place pour faire cette analyse-là. Alors maintenant, on a vu qu'il y avait effectivement des choses intéressantes pour le moins qui se sont passées, a priori illégitimes, même complètement illégitimes, on a vu à minima avec le spam. Maintenant, comment est-ce que nous, on peut transformer cette information-là en une vraie alerte et que ça devienne utile à la démocratie? On n'est pas un gouvernement, donc on ne peut pas non plus demander à la plateforme de bloquer. On n'est pas la plateforme nous-mêmes, donc on ne peut pas bloquer nous-mêmes. On peut pas, on n'a pas la capacité de frappe des journalistes, par exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait? L'objectif, c'est d'alerter, mais de rester crédible. Alors on va commencer par la partie alerte. La partie alerte, c'est un jeu assez délicat entre rester très factuel pour quand même rester le plus proche de la vérité possible, sans interprétation personnelle. Mais il faut quand même attirer l'œil, il faut quand même alerter les gens. Donc il faut avoir quand même une petite dose de clickbait. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors le titre de ce bout de la conf, on l'a appelé « On a accidentellement découvert un réseau de bots russes ». Alors, est-ce qu'on est factuel, est-ce qu'on est clickbait? Bon, en réalité, on n'a pas du tout su si c'était des bots ou pas. Notre analyse ne le prouve pas. On sait que c'est une action coordonnée parce qu'on voit qu'il y a des spams, mais est-ce que c'est automatisé derrière? Ça, on n'en sait rien. Est-ce que c'est une ferme à bots? Est-ce que... Voilà, on ne peut pas dire. On ne sait pas non plus que c'est russe. Effectivement, c'est des narratifs qui sont pro-Kremlin, qui sont anti-Zelensky. Mais est-ce que derrière, c'est vraiment la Russie? Là non plus, on n'en sait rien. En réalité, c'est probablement des gens, probablement votre papy complotiste ou vraiment notre mamie à nous, qui partagent ce genre d'infos, qui en fait voient ça sur des boucles Telegram. tu la connais, Gaëtan, notre mamie? On te la présentera. Une personne intéressante. C'est pour beaucoup des vrais gens qui croient à ces infos, qui sont sur une boucle Telegram un peu par hasard parce que leur voisin lui-même complotiste les a embarqués là-dedans, et ils prennent ça vraiment pour parole d'évangile, et donc ils vont aller repartager pour alerter leurs amis. On ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Derrière, c'est vraiment de l'investigation qui est réservée aux journalistes, qu'ils soient professionnels ou amateurs, ou au renseignement, à la Viginum par exemple, dont on a parlé tout à l'heure. La Viginum, d'ailleurs, a publié des rapports super intéressants. Alors, pas sur ce cas-là précis, mais sur des actions coordonnées où, effectivement, des agents pro-Kremlin
avait des boucles Telegram avec plein de gens derrière en disant « Regardez cette info, il faut absolument la relayer ». Nous, on ne va pas jusqu'à là, on ne va pas jusqu'à l'analyse de l'intégralité des mécanismes, mais on voit qu'il y a quelque chose sur le réseau social et il faut qu'on alerte. Donc, vous voyez que ce titre, il était clairement du côté clickbait. Hein. Et en réalité, on n'a pas du tout utilisé ce titre-là pour alerter les gens, parce que là, les gens, ils nous auraient juste pris pour des clones. Mais la question de clickbait versus factuel va un peu plus loin, voire même beaucoup plus loin que le simple titre de l'analyse. Bon, évidemment, sur le titre de l'analyse ou sur le contenu de notre analyse, parler de « nous avons trouvé du contenu dupliqué versus des miniatures à la TikTok ou des shorts YouTube », bon, là, évidemment, on a cette dichotomie-là entre factuel versus clickbait. Mais elle va un peu plus loin que ça. Par exemple, quand on analyse au niveau d'une communauté. Si dans une communauté, on voit que les gens parlent beaucoup de patriotisme, partagent beaucoup de contenu de Jordan Bardella, on reconquête dans leur bio. Est-ce qu'on en reste là? On dit aux gens, voilà, on a trouvé toute cette communauté-là, où ils disent patriote Bardella reconquête, ou est-ce que nous-mêmes, on va aller labelliser extrême droite? Il y a un exemple récent, avec David Chavalarias, qui est un excellent analyste, probablement le plus connu en France avec Florent, dont on a parlé un peu plus tôt, qui a fait une analyse sur l'écologie d'une manière générale sur les réseaux sociaux. Et il a nommé une des communautés qui parlait d'écologie, mais qui était pro-nucléaire, pro-science d'une manière générale, qui faisait la promotion de l'hydrogène, ou en tout cas qui s'intéressait à ce sujet-là. Lui, il a mis comme label, un peu pas au hasard, mais enfin, il a nommé cette communauté-là les technosolutionnistes. Plutôt que les gens repartagent l'intégralité de l'étude, tout le monde lui est tombé dessus sur ce terme-là, parce que les gens qui étaient identifiés à cette communauté n'en voulaient pas du tout. Donc il y a vraiment cette balance entre rester exact, mais un peu chiant, quoi, et rester un peu dans l'écosystème des spécialistes, ou vulgariser pour le grand public, mais apporter ce biais qui est fatal, en fait. Vraiment, le but, c'est, comme on dit, d'éclairer sans se décrédibiliser. La deuxième partie du coup de notre mission et de ce qu'on cherche à faire, donc d'alerter, ça va être d'être crédible. Donc ça passe notamment par voilà, utiliser des termes qui vont pas mettre les gens contre nous et qui vont essayer de généraliser au mieux certaines communautés, même si une fois de plus, quand on généralise une communauté entière en un seul mot, bah, voilà, il y a forcément de la casse, il y a forcément des faux positifs. La deuxième partie, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire au niveau de la crédibilité. Parce que ce qu'on peut faire, on pourrait dire, on a trouvé un réseau de X quantité de bots russes qui ont publié machin sans donner aucun détail. Ça, il y a certains comptes qui le font très bien, notamment sur Twitter, les comptes qui résument des actus en juste une phrase pour les rendre un petit peu plus, pour attirer l'œil. Nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est vraiment d'avoir cette crédibilité-là, cette partie factuelle, et d'essayer de la faire comprendre et de l'exposer pour, premièrement, être que les gens nous croient, mais aussi que on puisse être remis en question. S'il y a un bout de notre méthodo qui est pas forcément très très clair ou très très impartial, s'il y a la manière de collecter les données qui est pas la bonne, on peut aussi venir nous chercher là-dessus. Et nous aussi, bah, ça nous arrange parce que ça nous permet de nous améliorer, même si bon, faire du mauvais boulot, c'est jamais ce qu'on cherche à faire. C'est bien d'avoir toujours ces garde-fous-là de on fait des choses publiques, mais on est vérifiable et les gens puissent nous remettre en question. Donc là-dessus, on va avoir deux problématiques principales. Est-ce qu'on fait de l'open source? C'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup sur nos outils, sur nos manières de récupérer les choses. On a publié notamment un guide assez complet sur comment péter toutes les protections de TikTok pour pouvoir collecter de la donnée qui nous permet de faire les analyses et tout ça. Mais on n'a pas publié le code source. C'était volontaire et c'est quelque chose qu'on fera probablement pas. L'open source, dans ce contexte-là, n'est pas forcément adapté à ce qu'on fait dans certains cas et sur certains outils. Notamment parce que, bah, par exemple, si on se dit, OK, on utilise tel modèle d'embedding pour vérifier que deux tweets sont similaires, et bah, du coup, nos adversaires, donc les personnes qui vont mener ces campagnes, mener ces attaques, disent, bon, bah,
tel observatoire utilise tel modèle, et ben on va générer des tweets qui font pile le contournement de ce que nous on va détecter, parce qu'ils vont réussir à trouver le bon angle mort de notre outil. Pareil sur les paramétrages exacts, on les publie pas directement pour pas justement inciter à ces personnes-là à ce qu'elles cherchent des méthodes pour se rendre plus indétectables. Néanmoins, la manière de détecter, la manière de faire, on la donne, et aussi les exemples de ces contenus-là sont dupliqués, il y a tant de comptes qui ont été créés et tout ça à telle date, c'est des choses qu'on publie. Autre élément important vis-à-vis de l'open source, c'est que nous, on se considère comme étant des bonnes personnes. Et je pense que tout le monde dans le monde croit que c'est eux les gentils. Mais on sait que en open sourçant ce genre de solutions, notamment des solutions qui permettent de collecter la donnée, nous, pour produire nos analyses, donc de garder complètement cette anonymisation. On ne fait jamais d'analyse sur des personnes, on fait vraiment de la communauté. Donc généralement, ça va être des dizaines de milliers de personnes. Les cartographies qui sont publiées, on voit très peu de noms, et les noms qui sont en gros, c'est des personnes qui sont déjà connues. Mais si on publie ces outils-là et que n'importe qui peut s'en servir, on ne sait pas vraiment à quoi ça va être utilisé. On pense notamment à Cambridge Analytica, à une certaine époque, qui avait mis en place des collectes de données massives sur Facebook, et qui avait utilisé tout ça pour notamment faire changer des résultats de certaines élections. Enfin, faire influencer le résultat de certaines élections. Et troisièmement, effectivement, on a des acteurs qui sont très clairement malveillants, qui vont pouvoir aussi se servir de ces outils, par exemple donc des outils de cartographie, d'analyse, qui vont permettre par exemple, un gouvernement autoritaire ou un service de renseignement de se servir de ces outils-là contre le but pour lequel ils avaient été créés initialement. Donc, si l'open source n'est pas une option qu'on juge 100% satisfaisante, nous, on va plutôt prendre une page dans le bouquin de la méthode scientifique et on va faire plutôt de l'open méthodo. C'est-à-dire, on va, à la manière d'un papier de recherche, publier d'où proviennent nos données, comment on les a récupérées, qu'est-ce qu'on a fait comme analyse en donnant le maximum de détails. N'importe qui peut, s'il a envie de remettre ça en question ou même d'apporter une brique supplémentaire, peut repartir de cette étude-là et dériver ses propres conclusions, ajouter ses propres analyses. Et également, ça nous permet, nous, cette transparence-là, on dit, voilà, on montre patte blanche, ces études-là proviennent du fait que cette analyse-là et ces données-là et tout ça, et nous permet du coup de faire en sorte que les gens aient naturellement plus confiance en les résultats. Parce que s'il y a des remises en question, elles seront faites, elles seront faciles à faire par n'importe quel organe qui veut reproduire cette étude-là. Autre chose sur cette analyse, c'est l'importance d'être à l'heure. En fait, on avait plein d'idées de nouveaux traitements à mettre en place, de nouvelles analyses. Mais là, en fait, on a trouvé quelque chose qui était tellement gros avec ces contenus dupliqués qu'on s'est dit, maintenant, on arrête de creuser les analyses. Ça, on pourra éventuellement le faire plus tard. On va vraiment se mettre en ordre de marche pour publier l'étude le plus vite possible. Donc, tout commence, c'était un samedi soir, donc samedi soir 21h. On a la petite intuition de tiens, il y a un truc bizarre qui se passe sur cette rencontre qui venait de se produire. Et en moins de 24 heures, l'étude publiée pour que du coup le lundi ça puisse directement être repris, relayé. Donc il y a eu le dimanche, l'étude a gagné pas mal de visibilité sur les réseaux sociaux, et le lundi on a été contacté par plusieurs médias qui ont du coup confirmé cette info et qui ont publié les articles correspondants. Et ça, voilà, c'est vraiment cette étude-là, si on l'avait publiée 1 mois, 2 mois plus tard, si par exemple on était venu aujourd'hui et que ça avait été notre exclusivité, en fait, ça n'aurait pas marché. Il y a aussi ce facteur-là qui est très important de devoir bouger rapidement. Donc nous, on a la chance de pouvoir le faire, de pouvoir se dire, OK, on se bloque 24 heures d'affilée. Mais c'est vrai que cette réactivité-là, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête quand on fait ce genre d'analyse sur de l'événement très ponctuel. Maintenant, comme on le disait plus tôt, on va s'intéresser à un autre type d'analyse. Là, on se dit, au lieu d'analyser un petit événement qui a eu lieu sur 24 heures et qu'on a vu, on a vu des choses et on a décidé de creuser à cet endroit-là, là, on va plutôt retourner le problème. On va se dire,
qu'est-ce qui se passe au niveau des élections canadiennes? Donc, on fait une analyse globale. Est-ce qu'il y aura des choses qu'on trouvera là-dedans? Peut-être, mais on veut quelque chose qui soit à l'échelle du pays, d'avoir une couverture la plus exhaustive possible de tous les contenus. Alors ici, c'était sur TikTok. De tous les contenus qui ont été postés par des Canadiens sur des thématiques politiques pour essayer d'avoir tous les avis, tous les posts, toutes les choses comme ça, jusqu'au petit parti qui a fait 0,3% et qui n'a pas eu un seul siège aux élections fédérales. Et donc, est-ce qu'on arrive à mettre ça à l'échelle? Est-ce qu'on arrive à scale cette analyse et à mettre en place le même genre d'études? Alors en réalité, c'est pas tout à fait nous qui avons déclenché cette étude, c'est le média Pivot. C'est des journalistes canadiens, donc des professionnels, hein, ils ont un média, qui nous ont posé la question, est-ce que nos élections sont manipulées ou est-ce qu'il y a des tentatives de manipulation sur nos élections, sur TikTok en l'occurrence? Alors la première étape, ça a été de récupérer de la donnée. Là, on est quand même à un tout petit peu plus que 78 000 tweets comme l'étude précédente. Là, on est sur TikTok. On a aspiré 12 millions de commentaires, soit 6 millions de comptes. On a pris tous les contenus, tous les commentaires qui évoquaient à un moment les élections canadiennes ou un mot à peu près relié. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Évidemment qu'on va avoir beaucoup de bruit. Mais là, on cherche à être le plus couvrant possible et à se dire, s'il y a quelque chose qui se passe au niveau des élections canadiennes, au niveau de l'audience purement canadienne, est-ce que cette ingérence-là, elle vient de l'extérieur? Est-ce qu'elle vient purement de l'intérieur? Est-ce qu'elle vient d'une communauté précise? Est-ce qu'il y a une certaine temporalité? Donc c'est pour ça que vraiment, pour pouvoir analyser les signaux faibles, il fallait qu'on soit le plus couvrant possible. Donc tous les résultats sont pas intéressants, mais on sait que tous les résultats intéressants sont là, à peu de choses près. On va se concentrer là, pas sur l'intégralité de la galaxie là qu'on a aspiré, parce que vous voyez par exemple, les rouges, c'est des médias purement US. Donc évidemment qu'ils allaient parler un peu du Canada, mais c'est pas forcément hyper pertinent pour nous, pour savoir est-ce qu'il y a de la manipulation directement sur l'audience canadienne. L'audience canadienne, elle est en mauve là. Donc on va aller faire un petit zoom là-dessus. Et avant de faire un zoom, une petite parenthèse de comment est-ce qu'on a découpé ça. Parce que là, oui, on vous a dit qu'on a aspiré l'intégralité de TikTok qui parlait du Canada. Mais TikTok nous dit pas, ah bah ça c'est un média US, ça c'est un Canadien, et ça c'est juste un média sportif. Comment est-ce qu'on fait? On va créer un graphe immense où, dès qu'il y a un commentaire d'une chaîne sur une autre, on tire un lien. Donc on fait cet énorme graphe-là, où il y a plein de liens entre les différentes chaînes. Potentiellement, c'est des toutes petites chaînes qui vont faire le lien entre deux grosses chaînes, parce qu'un commentateur, il va avoir une toute petite chaîne, mais il va commenter à beaucoup d'endroits différents. On a un algorithme qui s'appelle la méthode de Louvain, hein, qui est complètement... c'est scientifique, hein, la méthode, elle se retrouve facilement en ligne, et d'ailleurs on utilise une lib open source pour faire ça. Cette méthode-là, cet algo-là, va venir découper les communautés de telle sorte que au sein d'une communauté, il y ait beaucoup de liens entre elles, donc que les audiences soient relativement homogènes et qu'il y ait assez peu de liens entre les différentes communautés, même s'il peut y en avoir. Hein, il peut y avoir deux communautés proches, mais en tout cas, les liens entre les communautés vont être plus faibles que les liens à l'intérieur d'une communauté. Donc, si la détection des communautés est algorithmique, donc sans biais, la labellisation, elle, par contre, tombe dans la slide qu'on a montré un peu plus tôt, de labellisation purement humaine. Là, c'est pareil, quoi. Si on voit beaucoup de gens, quand on va voir l'intérieur de la communauté, l'algo Louvain nous dit pas, bah voilà, ça c'est les Canadiens. Il faut aller mettre un peu les mains à chaque fois dedans, d'aller voir les mots fréquemment utilisés, d'aller voir les plus gros comptes, voilà, ce genre de choses. Et nous, après, on va aller ajouter une étiquette à ce groupe-là. L'étiquette, par contre, indique une tendance de groupe, donc indique globalement l'audience de la communauté, mais pas l'orientation individuelle. C'est pas parce que vous vous trouvez au milieu d'une communauté que nécessairement si on vous a labellisé canadien, c'est pas parce que vous êtes canadien. Si vous êtes au milieu de la communauté extrême droite, potentiellement c'est juste parce que vous voulez aller combattre l'extrême droite et donc vous commentez juste sous des contenus d'extrême droite.
Et donc, nous, on va vous labelliser dans la communauté extrême droite, même si vous n'en êtes pas, même si vous n'en faites pas partie. Maintenant, on va zoomer sur la communauté mauve et on va l'agrandir. Et on va refaire ce travail-là de découpage en sous-communautés. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que sur la première étude qu'on vous a montrée, on a vu qu'il y avait du commentaire dupliqué, on a vu qu'il y avait des commentaires, des contenus inauthentiques. Maintenant, est-ce que ces comportements inauthentiques, ils viennent d'un bord ou d'un autre? Est-ce qu'ils viennent d'une communauté, d'une sous-communauté canadienne ou d'une autre? Donc là, on a refait un découpage. On voit que d'un côté, il y a les conservateurs, qui sont assez denses. De l'autre côté, il y a les libéraux, en rouge. Alors en réalité, c'est libéraux et pas mal de petits partis avec juste une implantation fédérale, mais qui sont relativement proches des libéraux. Ces deux communautés-là sont proches entre elles, mais surtout reliées très nettement par les verts qui sont les médias. C'est assez logique parce que les rouges comme les bleus vont aller commenter les verts. On voit aussi qu'il y a une grosse communauté québécoise et que les Québécois sont plus proches des milieux conservateurs que des milieux libéraux. Et maintenant qu'on a fait ce découpage-là, on peut aller mettre les mains un tout petit peu plus précisément dans la donnée pour vraiment comprendre les dynamiques de chacune de ces communautés. Donc, une fois de plus, on va faire des traitements assez génériques au début. On va essayer de regarder, par exemple, le nombre de commentaires ou le nombre de commentaires en moyenne laissés par personne sur différentes chaînes ou par différentes personnes dans les communautés. On se rend compte déjà d'une première chose, c'est que les conservateurs, même s'ils ont voilà, des vues de vidéos qui sont à peu près, par exemple, équivalentes à celles des libéraux et la moitié de celles des médias, et ben c'est quand même eux qui vont avoir le plus de commentaires en cumulé dans cette communauté. Donc c'est les personnes qui vont commenter le plus vont être en moyenne des conservateurs. Alors on va essayer de creuser un petit peu, regarder cette répartition. Est-ce que c'est tout le monde qui a tendance à commenter un petit peu plus, ou est-ce que la moyenne est tirée fortement vers le haut par quelques comptes? Est-ce que voilà, c'est des dynamiques de groupe où en moyenne on va être un peu plus bavard, un peu plus chercher le débat, ou est-ce que vraiment on va avoir des comportements inauthentiques comme on avait observé sur la rencontre Trump-Zelensky sur Twitter? Et là, on se rend compte que donc on a en tout, on regarde les comptes qui ont publié plus de 100 commentaires. C'est un code qui est assez arbitraire, mais on se dit une personne qui a laissé plus de 100 commentaires sur les vidéos à tendance politique en 2025, ça va être quelqu'un qui est très actif. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui est juste très bavard, qui passe sa vie sur TikTok, ou si c'est simplement, ou si c'est quelqu'un qui va avoir des comportements de spam, d'essayer de commenter sous soit ses alliés politiques pour les booster, soit chez ses adversaires pour les décrédibiliser. En tout, on en a à peu près 900, dont 600 chez les conservateurs, qui totalisent du coup en tout 15% des commentaires. Donc cette toute petite portion va totaliser une partie très grande des commentaires. Ils vont être principalement conservateurs, commentés sous des chaînes conservatrices et des comptes qui sont donc dans cette communauté bleue. Et sur certaines chaînes principales, notamment Real News Media, là, qui ont une proportion de ces commentaires spam, entre guillemets. Alors, nous, en interne, on les appelle les spammers, mais c'est juste les utilisateurs très actifs. Et après, derrière, par contre, est-ce qu'il y a de l'inauthentique? Et ben pour ça, on va ressortir notre petite boîte à outils. Vous vous souvenez de 3Delta, l'outil qui calcule les embeddings pour trouver des commentaires dupliqués. Et ici, on dessine de manière très nette des clusters de discours, donc qui vont être pour une partie pro-libéraux, une plus grande partie pro-conservateur, notamment cet énorme cluster-là qui nous dit votez pour Carney. Donc Carney, c'était le candidat libéral qui a gagné. Ouais. Votez pour lui si vous voulez qu'on devienne le 51e État des États-Unis. Voilà, on a des pro-Trump, hein, comme d'hab. On ne sait pas ce qu'ils foutent là, mais ils sont contents d'être là. On a aussi les scams, on les voit bien, les spams voilà, vous voulez votre permis de séjour au Canada et tout ça. On en voit quelques-uns. Mais voilà, donc on se rend compte que ces spams-là, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais là juste à l'œil on le voit, c'est en très très grande majorité un groupe pro-conservateur qui diffuse le même message en boucle sur plein de vidéos.
qu'est-ce qu'on en déduit de ça, donc de ces deux études, qui sont deux des études sur la sphère politique qu'on a menées, c'est que à chaque fois, c'est des petites communautés, c'est peu d'utilisateurs. Là, on en avait si je reviens là, les spams, c'était 683 comptes, et ce gros cluster au milieu, c'est 200 comptes à peu près. Avec seulement 200 comptes, donc que ce soit des vraies personnes ou des comptes administrés par une seule et même personne, située ou non au Canada, c'est des attaques qui sont quand même à faible complexité, à bas coût, c'est assez facile à mettre en place, hein, ce genre de truc, et qui permettent de diffuser des messages, quels qu'ils soient, auprès de dizaines de millions de personnes. Et ça, que ce soit sur des personnes qui sont déjà en accord avec votre message, mais aussi ces messages-là, si vous allez les diffuser chez vos adversaires, chez vos concurrents, et ça vous permet de diffuser petit à petit cette opinion et de faire croire qu'elle est très majoritaire, et donc de potentiellement changer l'opinion publique sur un sujet ou sur un autre, donc notamment sur une élection. Et ça, c'est sur de la manipulation des humains, mais en fait, les algos sont très manipulables également. Et ce genre de campagne-là fonctionne aussi très bien pour jouer avec les algos. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Premièrement, on a le fameux X Premium, qui s'appelle anciennement Twitter Blue. Donc, l'abonnement premium de chez Twitter. Si on paye, on est en tête des réponses. Ça, je ne sais pas si vous êtes encore sur X. Courage à vous. Il y a sous tous les posts, quelqu'un qui a la coche bleue qui est premium va être mis en avant, va être mis tout en haut des réponses, même si c'est une réponse qui a 0 like versus quelqu'un qui n'est pas premium et qui en a beaucoup plus. C'est vos commentaires qui vont être mis en avant. Et donc, en fait, avec très peu de moyens, des comptes qui ont très peu de followers, qui ont très peu de visibilité, juste en achetant ce petit abonnement-là à 3,50 € par mois, on va pouvoir être dans le top des commentaires sous des très très gros comptes. On en voit souvent des Emmanuel Macron, des comptes d'actu, BFM et tout ça. C'est les premiers commentaires qui vont être de temps en temps qui vont faire partie de ce genre de campagne, sont des comptes payants qui vont être boostés artificiellement. Deuxième manipulation possible des algos, donc c'est les concepts de RAID. Ici, on va attaquer directement les algos de TikTok. Donc ça, c'était sur l'élection roumaine. C'est laisser massivement des commentaires sous une chaîne et sous une autre. On se doute bien que l'algorithme va se dire les personnes qui sont intéressées par un contenu vont être intéressées par l'autre. Et donc vont commencer à pousser aux utilisateurs d'un certain camp des vidéos, des contenus d'un autre. Et donc d'essayer de manipuler comme ça l'algorithme en laissant des commentaires, en augmentant le watch time artificiellement sur son compte, chez vos adversaires, chez des contenus avec lesquels vous n'êtes pas en accord. Comme ça, les gens vont inversement être redirigés vers votre camp et vos messages et vos discours. Et également, on a aussi manipuler des algos encore à un autre niveau. On le sait, les LLM et toutes les boîtes d'IA font du scrapping massif, vont récupérer des contenus générés par des humains et notamment des commentaires sur les réseaux sociaux pour générer leurs réponses. Et donc, si on commence à dire Georgescu, le candidat pro-russe, le meilleur candidat du monde, on commence à lui dire des dizaines de milliers de fois ça, et in fine, les LLM vont apprendre à produire des réponses qui sont un petit peu similaires. Et ça, c'est un cas qui a été avéré. Donc, c'était Pravda Network, donc qui est un réseau de sites de news qui est détenu par les Russes, qui a sorti en fin d'année dernière des dizaines de milliers de pages web qui étaient destinées en fait non pas à être lues par des vrais humains, mais à être scrappées par des bots pour derrière alimenter des LLM et donc leur faire recracher certains narratifs bien contrôlés. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Bon, très bien, on peut alerter, très bien, on peut faire de l'analyse et essayer d'espérer que les journalistes reprennent les infos et que ça remonte après auprès des autorités. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment protéger notre démocratie en tant que professionnel de la tech? Déjà, la réponse, elle vient pas que de nous, et loin de là.
Même d'ailleurs, le gros de la réponse doit être coordonné, certes avec des professionnels de la tech, avec des analystes, des data analystes, des pouvoirs publics, des journalistes, intégrer les plateformes également, mais il y a vraiment une nécessité d'organiser une réponse. En France, on a la Viginum qui a été créée justement pour ça. Alors, ils sont pas encore très nombreux, ils n'ont pas les moyens qu'ils devraient avoir pour lutter pleinement contre les ingérences numériques. Pour autant, ils font vraiment foi dans ce milieu-là en France. Donc, ils publient des papiers qui font référence, des recommandations, et globalement, l'industrie commence un peu à se regrouper autour de la Viginum. C'est pas du tout suffisant, mais c'est une première brique qui est intéressante. Le deuxième pan, c'est que en réalité, alerter suffit pas. Donc la Viginum va publier des très beaux rapports en disant bah là oui, effectivement, derrière, sous le masque, c'était des Russes, ou pas d'ailleurs, ou plein d'autres mondes. Mais enfin, vous pouvez avoir la meilleure équipe de pompiers du monde, si votre maison elle est en paille, en réalité, ça sert pas à grand chose. Et la maison en paille actuellement, comme on a montré juste avant, ça vient beaucoup des plateformes et des algorithmes sous-jacents. Une vraie grosse partie de la réponse va venir d'actions coercitives sur les plateformes pour les forcer à mieux modérer leur réseau. Voire arrêter complètement la complaisance. Comme on a vu, on a certains exemples récents, notamment sur X, de cas avérés où de la désinformation a été favorisée par rapport à d'autres contenus. Une réponse partielle, un très bon outil légal qu'on a, c'est le DSA européen, qui a vraiment une très grande force de frappe sur les plateformes pour les forcer à mieux modérer les contenus. C'est pas encore suffisant, c'est pas encore mis en place à son plein potentiel, mais en tout cas, il y a une première brique, il y a vraiment le document législatif qui est là pour nous aider. Le DSA, l'amende maximale, c'est 6% du chiffre d'affaires de la plateforme dans le monde. 6%, c'est énorme. Hein. Vraiment, si on met 6% à TikTok, par exemple, ils vont pas mettre la clé sous la porte, mais quand même, ça va mettre un sacré coup dans la fourmilière. Donc vraiment, l'UE a ce pouvoir-là, très puissant, de mettre un peu les plateformes au pas. Et nous, maintenant, vous, peut-être, vous allez me dire, ouais, mais moi, je suis pas data analyst. La première chose, c'est sur l'analyse elle-même. En réalité, vous avez vu, par exemple, sur la première étude qu'on a faite, les deux outils qu'on a utilisés. Le premier, c'est la date de création des comptes. C'est un matplotlib. N'importe quel LLM, même Mistral Small pourrait vous le pendre. Bon, apparemment pas Gemini Flash, mais n'importe quel LLM pourrait le faire. Il faut juste un tout petit peu de tech et de la curiosité. Vraiment avoir cette curiosité-là de se poser la question de, bon, ok, il y a peut-être un truc bizarre, ou pas forcément d'ailleurs, mais je vais quand même aller mettre les mains là-dedans. Si vous n'avez pas envie de faire d'analyse, il y a des outils. Vous avez vu 3Delta. Donc, aidez un analyste, aidez-nous, contribuez à l'open source. Là, on vous a mis quelques idées de contribution. Il y a 3Delta. Nous-mêmes, enfin Mathis en l'occurrence, a beaucoup participé à l'open source et a beaucoup participé à l'amélioration des performances de 3Delta. Il y a Gephi qui est un outil de référence d'analyse de réseau, que je vous invite d'ailleurs à utiliser si vous voulez commencer à jouer avec des réseaux. No Code Functions, pareil, qui fait la même chose que Gephi, mais sur browser. Vraiment, faites de l'open source. Vous pouvez aider. Et le dernier pan, c'est sur l'éducation. C'est vraiment sur la réduction de la fracture numérique. Que ce soit chez les jeunes et chez les vieux. Les bots, encore une fois, c'est pour beaucoup, c'est pas des bots, c'est votre mamie. Donc vraiment, faites de l'éducation. Éduquez les jeunes à comment fonctionne l'information sur Internet, à comment fonctionnent les algorithmes. Éduquez les personnes âgées ou les personnes moins âgées, mais qui ne comprennent pas comment fonctionne un algorithme ou les réseaux sociaux. Même, j'ai envie de dire, probablement, c'est là où on peut avoir le plus d'impact. Parce que non seulement ça va réduire le nombre de gens qui vont repartager ces contenus, mais ça va aussi limiter l'impact des gens qui voient le contenu des informations. On vous laisse aussi quelques petites questions existentielles. Alors là, c'est plus
presque de la philosophie que de la tech, mais en tout cas, c'est des questions qui sont fondamentales et à laquelle nous, on n'a pas la réponse, et même à la limite, on n'a pas non plus envie d'avoir directement la réponse, parce qu'il faut que ce soit un peu plus collectif. Pourquoi pas de la recherche. La première question, c'est comment pas tomber dans la censure et ne pas voir du vrai contenu de contre-discours organique comme quelque chose d'illégitime. C'est pas non plus là-dedans qu'on veut tomber. Nous, on veut trouver s'il y a des bots, s'il y a des tentatives de manipulation, pas s'il y a juste un contre-discours qui naît. La deuxième question un peu existentielle, c'est comment est-ce qu'on mesure l'impact de ces attaques dans le monde réel. Alors, des fois, on voit des gros impacts qualitativement. Par exemple, en Roumanie, comme on vous a présenté plus tôt. Mais au Canada, finalement, c'est quand même le camp libéral qui a fini par gagner. Quel a été l'impact des manipulations sur les élections canadiennes? Là-dessus, on n'a pas la réponse. Et si vous voulez ma petite pièce là-dessus, on n'aura jamais la réponse parce qu'à partir du moment où on a un très bel indicateur d'impact, en réalité, tout le monde va essayer, toutes les plateformes vont essayer de manipuler leurs algos pour coller pile poil à ce facteur d'impact. Et donc, il va devenir caduque presque par construction. Mais ça reste quand même une question très légitime. C'est tout. Il manque une slide. Eh ben, il manquait la slide de pub pour Agora Atlas. Bravo. Elle s'est pas exportée. On s'est fait auto-censurer. Je te remets comme ça. Ouais, nickel. Bon, du coup, la slide de pub, mais bon, je vous la passe très rapidement. Et on fait le reveal de qui est la troisième personne avec qui on a fondé Agora Atlas. C'est Florent Fleff qui a fait l'étude sur la Roumanie avant qu'on cofonde Agora Atlas. Agora Atlas, en fait, c'est vraiment la réunion de professionnels de la tech comme vous. Nous deux, on est issus de ce milieu-là. On n'est pas du tout analystes à la base. Florent, c'est son métier. Et nous, vraiment, on vient apporter nos outils, notre vision technique à son analyse. Donc vraiment, si vous avez des copains analystes, ou même si vous voulez venir bosser avec nous, faites-nous signe ou faites leur signe pour augmenter la puissance de frappe des analystes. Petite parenthèse, mais on fait pas que de l'analyse et on n'est pas que un observatoire des élections, même si on essaye vraiment de faire bouger les choses et notamment auprès de l'Union européenne. Demain, on croise les doigts auprès de l'Elysée aussi pour créer des observatoires au niveau national et au niveau supranational pour observer les élections sur les réseaux sociaux. Mais on fait aussi du marketing et de la veille concurrentielle parce que finalement, savoir ce que pensent les gens de Georgescu, c'est à peu près la même chose que savoir ce que pensent les gens de votre prochain goût de paquet de chips. Voilà, on en a terminé. Je ne sais pas si on a quelques minutes pour les questions ou si tout le monde a soif et a envie d'aller boire une bière. Si, c'est bon? Bonne question, super. Ouais. Ouais, coupe ça. Ah, c'est pas toi. Okay. C'est celui-là pour les questions? Sinon, je donne lui, mais je ne peux plus répondre. Bon, tu réponds au casque. En réalité, ouais, cela c'est Blue Sky. Cela c'est Blue Sky. Et il y a Détroit, il y a plus que moi qui suis sur X, mais pour des raisons professionnelles du coup. Bon. Sur la partie data, là en l'occurrence, sur les deux études, la première on a payé la donnée Twitter. Alors, on a de la chance parce qu'on a un partenariat, donc on n'a pas besoin. On a un partenariat avec VisiBrain qui paye en gros la licence et nous, il nous facture juste la data en plus. Donc ça nous a coûté 200-300 balles. Parce que oui. La licence, donc pour avoir accès à l'API de X, c'est $42 000 par mois et il faut payer en plus l'usage. Ouais. Et donc nous, on a un partenaire qui nous fait payer juste l'usage.
Donc ça, c'est pour la partie X. Sur la partie TikTok, il y a des outils qui permettent de scraper de la donnée. Alors, pas du tout au niveau qu'on vous a présenté, mais il y a des outils qui permettent de le faire à des plus petites échelles. De toute façon, en fait, à partir du moment où on a des très gros volumes de données, il faut pas juste des petits outils d'analyse comme Gephi pourrait le faire. Il faut des moyens un peu plus gros comme les nôtres. Mais sur la partie TikTok, on a enfermé Mathis pendant 2 semaines dans son garage et maintenant il est capable d'aspirer l'intégralité de TikTok France. On a une force de frappe de à peu près 200 millions de commentaires téléchargés par jour. Voilà. Et donc, voilà. Mais oui, clairement, la donnée, ça reste la partie difficile, entre guillemets, c'est du scrapping. Et pour la partie TikTok, d'ailleurs, on n'a pas envie d'open sourcer nos trucs qui contournent exactement les protections de TikTok anti-bot, mais on a publié un guide très très ouvert sur comment les péter chacune. Voilà, maintenant c'est à vous de les implémenter. Je vous assure, il n'y a rien de très compliqué, c'est un peu des avatars. Merci pour la presse. Petite question par rapport au versus vos tools par rapport à la méthodo, c'est que vous publiez pas les outils pour pas donner des billes aux adversaires pour un peu bypass, mais vous publiez la méthodo que vous avez fait pour récupérer les data, tout ça. Si on se l'est pas lu, normalement, on arrive au même résultat, quoi. Ouais. Pas exactement. Typiquement sur la partie 3 delta, nous on utilise un autre modèle que celui qui est par défaut, donc USE. On utilise un autre modèle, on utilise un fine-tuning qui est un petit peu différent sur les paramètres, donc sur les hyperparamètres de l'algo, pour justement avoir notre version qui nous satisfait. Mais du coup, quelqu'un qui voudrait essayer d'attaquer, donc de passer à travers nos détections, sans avoir le code, sans avoir le nom du modèle, sans avoir les paramètres de détection, les seuils du Levenstein et tout ça, et ben en fait, ça devient beaucoup plus difficile pour eux. Donc la méthodo, ça nous permet de gagner cette crédibilité et de dire on a une vraie méthode pour sortir ces infos et c'est pas juste du doigt mouillé, mais d'un autre côté en se protégeant au maximum. Donc voilà, c'est un spectre, hein, on sera jamais parfaitement sécure, on sera jamais parfaitement transparent, mais on essaye de trouver un juste milieu là-dessus. Donc si admettons un organisme veut vraiment reproduire votre approche, il doit en fait avoir votre méthodo et vous contacter pour les paramètres différentiels. Pour avoir exactement les mêmes, oui. Alors il y a ça et il y a aussi toujours la question de la donnée. Il faut aussi repartir exactement de la même donnée avec la même plage de temps, etc. Mais après, normalement, même si les paramètres et si on utilisait un modèle un peu différent de celui qu'il y a sur étagère, normalement, tu retombes à peu près sur la même chose, hein. C'est pas parce que il y a un tweet qui va être labellisé comme bleu ou comme rouge qu'en fait ça va changer la face des conclusions. Et si justement quelqu'un reproduit nos analyses et trouve un résultat qui est radicalement différent parce qu'on n'a pas exactement les mêmes paramètres, ça peut aussi être une source de choses intéressantes. Auquel cas, oui, on prend contact, on compare nos trucs. Si on voit que c'est une personne qui a une bonne foi et qui essaye pas juste d'être un peu malin pour ça, on échange et c'est aussi comme ça qu'on fait progresser, d'avoir d'autres traitements, d'avoir un point de vue différent et de se dire si les résultats sont différents, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à creuser aussi. C'est pas encore arrivé pour l'instant, mais dans le cas hypothétique. Bonjour, merci. J'avais une question. On parlait de l'impact que ça peut avoir. Parce que dans vos scrappings, vous avez la possibilité de récupérer le nombre d'impressions, le nombre de likes sur les commentaires, justement pour mesurer cet impact. Ouais. C'est une mesure d'impact, effectivement. C'est le nombre de likes, c'est les impressions. C'est compliqué parce que c'est pas parce que le contenu est liké qu'il a été liké par des vrais gens. Potentiellement, en fait, même on voit que la plupart des fermabots sont pas des fermabots qui produisent du contenu. C'est des fermabots qui vont retweeter ou qui vont liker du contenu pour pouvoir les booster dans l'algorithme. Donc, est-ce que des DM oui. Ceux qui sont encore sur Twitter savent. Mais donc c'est vraiment plutôt la question, c'est pas sur l'impact sur la plateforme elle-même, mais sur l'impact des vrais gens qu'il y a derrière et aussi sur les élections qu'il y a derrière dans le cadre de la démocratie, qui est une question quand même un peu plus délicate parce que là il faudrait prendre en compte est-ce que les termes utilisés se retrouvent dans le débat public? Est-ce que les idées sont plus représentées parce que elles ont grandi sur TikTok? Là, en l'occurrence, on le voit avec Georgescu. Georgescu, c'était un inconnu complet avant la campagne sur TikTok et il a complètement explosé. Donc, on sait qu'il y a un vrai impact, mais comment le mesurer? Oui, bonjour, merci et bravo.
Ma question c'est la suivante, vous êtes capable, votre système est capable de détecter, de trouver ce que vous cherchez, vous faites des hypothèses, vous dites oui ça il y a ou il n'y a pas. Est-ce que ce système est ou serait capable de détecter des choses qu'on n'a pas énoncées, qu'on n'a pas cherchées par avance? Alors, je pourrais aussi laisser Mathis discuter de ça. C'est une question super intéressante alors on était à un forum la semaine dernière de professionnels de lutte contre la désinformation où il y avait des chercheurs et des industriels et tout le monde arrive à peu près à la même conclusion que les systèmes complètement automatisés ne peuvent plus être la bonne réponse. En fait, il faut vraiment une connaissance humaine de ce qui se passe sur les réseaux, des comportements, parce que les comportements changent régulièrement. Est-ce que prenons l'exemple des bots. Est-ce que les bots vont simplement retweeter? Est-ce qu'ils vont faire du copier-coller sur plein de comptes? Est-ce qu'ils vont les reformuler avec des LLM? En fait, ces choses-là, c'est des informations qui doivent passer dans les mains d'un analyste à un moment. Même pour aller plus loin, pour être encore plus pertinent, en réalité, il faut commencer à s'intéresser, à bosser avec des gens qui font de la géopolitique, qui font de la sociologie, pour justement aller sur ces boucles Telegram-là et de dire, ah oui, mais là, il commence à parler de tel truc. Donc ce mot-clé, ces mots-clés, là, il faut commencer à les chercher parce que ces sphères-là commencent à en parler. Donc le tout automatique dans une vie idéale, oui, évidemment, si on avait de la ressource infinie, je pense qu'on pourrait trouver des choses intéressantes complètement automatiquement. La réalité des faits, a priori, non. Et de toute façon, en fait, même, on voit que juste avec du 3 delta un peu, c'est quand même pas non plus, on réinvente pas la poudre à canon, quoi. Juste avec ces petits algos-là, on trouve déjà des choses. Et pour ajouter deux petites choses, on a effectivement énormément besoin de contexte. Nous, ce qu'on fait sur des analyses, les premières choses qu'on fait, que ce soit sur de l'observation politique, réseaux sociaux, ou pour des clients qui ont des besoins assez précis sur des domaines de marché qu'on ne maîtrise pas vraiment, ça va être énormément de s'en imprégner, de voir, d'essayer de comprendre comment c'est fait, qui sont les acteurs principaux. Là, par exemple, pour le Canada, qui sont les candidats, se lire la liste des 25 têtes de liste des différents partis, histoire que si on voit un nom passer, on sait que c'est un nom qui nous intéresse et tout ça. Il y a énormément de contexte à avoir. Alors ici, ça s'automatise, typiquement les noms, mais de savoir, voilà, que dans tel pays, ça marche plutôt comme ça. Comment, un mot orthographié de telle manière ou de telle autre manière, ça va vouloir dire différentes choses que chez nous. Et la deuxième chose, c'est aussi sur cette partie full automatique, on peut nuancer un petit peu parce qu'on se dit, en fait, l'arbre des possibles, de toutes les possibilités de manipuler l'opinion sur les réseaux, en fait, in fine, il est limité. On ne va pas avoir une infinité de possibilités de manipuler ça. Donc, il y a des techniques qui sont identifiées, qui sont connues. Donc, on a notamment le framework Disarm, qui est donc un framework de classification d'actions d'opérations de manipulation de l'information organisée. Donc ce genre de choses qui sont documentées, qui sont partagées entre différents organismes, qui sont publiés, donc qu'on peut réutiliser, sur lesquels on peut un petit peu automatiser la détection, mais il faut que ce soit quand même identifié en amont. C'est un peu comme un antivirus. Un antivirus, derrière, il y aura toujours des chercheurs, des reverse engineers qui vont chercher le fonctionnement ou des signatures ou quoi, des comportements, pour derrière pouvoir les rendre génériques et les détecter avec du code. Mais derrière, il y aura toujours une partie d'analyse humaine. Donc nous, c'est plutôt là qu'on en est aujourd'hui. Et idéalement, dans le futur, ce serait on aurait tout exploré. Et il y aurait juste à les implémenter, ces méthodes-là identifiées. Mais il y en a toujours des nouvelles tous les jours. Alors moi, c'est une question par rapport en fait à votre sécurité opérationnelle, parce que là, dans ce que vous faites, quelque part, vous révélez ou cassez peut-être des opérations. Et là, je veux que vous mettez vos noms, vos prénoms. Comment vous faites niveau OPSEC pour éviter que vous tombiez dans l'escalier ou un truc comme ça Ouais, c'est une bonne question. Alors, il y a quand même pas mal de prévention. Alors, on reste une entreprise, mine de rien. Donc, ne pas donner son nom, c'est un peu compliqué. Enfin, après, autant peut-être que le CTO et le directeur scientifique, ils s'en foutent. Moi, le directeur général, faut payer les loyers à la fin du mois. Mais c'est des vraies questions, et c'est aussi pour ça que c'est important de travailler avec des acteurs comme la Viginum. Parce qu'en fait, c'est la Viginum aussi qui va en fait venir piloter
tous ces gens-là et brancher. Les analyses qu'on fait, bon, ça va. Bon, oui, certes, de voir qu'il y a des oiseaux qui disent du mal de Trump ou de Carney, bon, certes. Sous le capot, il y a d'autres choses qui se passent et des mises en relation qui se passent avec des briques technologiques qui s'échangent, qui vont un peu plus loin et sur lesquelles, bon, voilà, on est un peu moins vocaux, évidemment. Dans la même lignée, j'avais une question. Là, on parle de votre sécurité à vous. Ouais. Qu'est-ce que vous faites des données que vous avez analysées, des gens que vous avez commencé à catégoriser potentiellement, vous allez pouvoir révéler des opposants au pouvoir, des LGBT, des personnes en danger potentiellement. On les revend plus offrant. Non, c'est... J'espère que vous avez plein de trucs. Non, effectivement, on revient là-dessus et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas particulièrement friand de certains traitements de les publier en open source. C'est parce que nous, on se fait confiance de les utiliser parce qu'on pense être les gentils et ça, effectivement, ça ne nous viendrait pas à l'idée. Il y a donc toute une partie, effectivement, je vous le disais, on collecte 200 millions de commentaires par jour, 3 Tera de call API. On peut faire beaucoup de choses avec ce qu'on a. Il y a déjà une responsabilité au niveau du stockage. Donc, on est 100% indépendant de cloud. Toutes les datas sont stockées offshore, chez nous, à la maison. Donc, on ne confie pas ça à un acteur externe pour du stockage. Il y a aussi cette partie de l'analyse, on l'a fait au niveau de la communauté. Il y a aussi cette partie de la donnée, une fois qu'elle est traitée, elle est soit détruite, soit anonymisée ou pseudonymisée sur les comptes qui sont les plus petits. Donc on met un seuil qui est généralement à 10 000 abonnés. On considère au-delà de 10 000 abonnés, bon, on peut afficher votre nom sur une carte. On peut afficher votre nom sur une carte si vous êtes un acteur aussi qui a 300 abonnés mais qui a publié 600 fois le même tweet. Ça, on considère que c'est pareil, c'est un comportement public. On va essayer au plus possible de masquer en fait l'individu au profit de la communauté. Et donc c'est pour ça, et puis sur des cartos de 10 millions d'utilisateurs, c'est compliqué de faire ça, mais les cartos zoomables, même à nos clients, on ne leur livre jamais de la donnée brute, c'est de la carto, c'est de l'analyse de communauté. Il y a jamais vraiment, on essaye au plus possible de flouter dès que ça commence à entrer un petit peu dans le niveau de zoom individuel. Toutes ces statistiques-là à l'échelle de l'individu ne sont accessibles qu'à nous et en fait on s'en sert pas parce que ça ne nous sert pas. Nous on a tellement de traitements de données à échelle de groupes de dizaines de milliers de personnes que ça perd de l'intérêt et du coup on garde ça pour nous et ça sort jamais de cette frontière-là de nos contrôles et ce qu'on a. Ouais. Bonjour. Dans le domaine du crawling web, qui est tout aussi compliqué, en fait, ça paraît plus accessible, mais il est quand même aussi compliqué. Il y a des méthodes pour se protéger qui ne sont pas de couper l'accès ou de couper une adresse IP ou comme ça, mais au contraire, laisser venir, mettre des boucles infinies, renvoyer des données fausses, tout un tas de choses comme ça. Est-ce que TikTok pourrait faire la même chose en fait avec votre crawling à vous et vous envoyer des fausses informations juste pour protéger leurs données à eux? Alors avant que Mathis réponde pour notre donnée à nous, je vais faire un petit détour par le DSA. Le DSA donc qui est le cadre réglementaire européen dont je parlais plus tôt, qui prévoit, il y a un de ces articles qui oblige en théorie les plateformes à ouvrir une API pour les chercheurs, donc uniquement pour les chercheurs, pour bien vérifier qu'ils font leur boulot, ou en tout cas voilà, pour faire de la recherche scientifique. Alors bon, déjà c'est une tannée pour l'obtenir et c'est quasiment impossible. Mais ceux qui l'obtiennent, on s'est rendu compte que pour TikTok, là il y a eu un papier cette semaine qui est sorti, de chercheurs qui disaient non mais en fait là l'API recherche de TikTok, elle renvoie n'importe quoi. Enfin, pas elle renvoie n'importe quoi, elle renvoie que ce qu'elle veut. Et il y a certains comptes, notamment les comptes des officiels de TikTok, qui sont pas renvoyés. Donc ça, bon déjà, on sait qu'ils le font pour les chercheurs. Après pour nous. Alors effectivement, s'ils voulaient le faire, ils pourraient. A priori, là, chez TikTok, on est à des années-lumière de ce genre de technique, parce que les stratégies anti-bot, anti-scrapping et tout ça, chez TikTok, elles sont présentes, mais elles sont très très faibles, notamment le CAPTCHA.
vous irez voir si ça vous intéresse le petit guide qu'on avait publié sur les différents mécanismes de sécurité. Le CAPTCHA, c'est un CAPTCHA qui est cassé depuis les années 2000, qui ne sert plus à rien. C'est le petit slider, une pièce de puzzle qu'il faut amener là. Vraiment juste l'API, on renvoie juste la position à laquelle il faut mettre le slider. Enfin, c'est vraiment, ça prend 2 heures à péter ce genre de sécurité. Vraiment, en tout et pour tout, toutes les solutions de sécurité de chez TikTok, ça nous a effectivement pris 2 ou 3 semaines à contourner. On sait que s'ils voulaient y mettre un peu plus du leur, ils n'auraient aucun souci à le faire. Là, ça fait des années que c'est le cas et ils n'ont toujours rien fait. On sait que s'ils avaient des protections à mettre en place, ça ne commencerait pas par des choses d'une telle complexité, mais plus par des protections effectives sur du rate limiting par adresse IP et tout ça. Il y a beaucoup de choses et on sait que on n'aurait probablement pas de mal à l'identifier, qu'il y a quelque chose de suspect qui se passe, et donc derrière d'agir en conséquence et de pouvoir recontourner à nouveau ça. Mais effectivement, on n'est jamais à l'abri que certains passent ça. Typiquement, Twitter le fait, donc enfin X le fait avec ses nouvelles l'API et les choses comme ça, même via du scrapping. Quand on voit il y a 20 réponses à ce post et qu'en fait quand on clique et on en voit 4, on sait qu'il y a quelque chose de suspect qui se passe. On ne sait pas vraiment comment ils font, mais il y a toujours, enfin il faut toujours aussi remettre en question. Est-ce que ce qu'on récupère est cohérent et est-ce que c'est de la donnée qui est correcte? Ouais, j'ai une petite question. Merci d'ailleurs pour la présentation. Tu as dit tout à l'heure que les données, entre guillemets, sont chez vous. Ma seule question, c'est est-ce que c'est sur ton fameux rack table basse Ikea? Alors, donc pour celles et ceux qui n'ont pas le contexte, nos serveurs actuellement sont donc des serveurs Dell PowerEdge qui sont un rack serveur, ça coûte neuf. Quand c'est neuf, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Les racks de data center. Une table Ikea, les tables Ikea de modèle LAC, ça coûte 5 balles sur le bon coin, ça coûte 20 euros quand c'est neuf, et l'espacement entre les pieds c'est 19 pouces. Et donc on peut racker un serveur là-dedans. Donc on a la photo. On a le cluster. Ouais, je dois avoir les photos aussi. Je peux vous montrer ça. Et alors les données ne sont pas dessus, elles sont dessous. C'est-à-dire que c'est un NAS qui est posé sous la table basse. Et oui, il est là. Il peut ouais, moi, je réponds aux questions suivantes s'il y en a. Patrick, tu peux chercher. Une question ici. Ouais. Merci pour la présentation. Il y aura les présidentielles en France bientôt, en 2027. Ouais. Est-ce que vous allez appliquer Ouais, alors c'est une discussion qui est en cours dès demain, je le disais. On a des discussions avec un concurrent qui n'en est pas vraiment un, l'ITER en l'occurrence. On essaie de se positionner au niveau de l'Élysée pour créer justement cet observatoire structuré autour de la Viginum. Nous, on n'a pas vocation à devenir la nouvelle Viginum privée, mais en tout cas d'organiser un peu les industriels et les chercheurs autour de ça. Avant les présidentielles, il y a les municipales qui arrivent là en 2026. Oui, clairement, nous, on a envie de se positionner là-dessus. Alors, là, c'est le CEO qui parle. Ça nous rapporte pas grand-chose d'un point de vue marketing, parce que bon, on n'a pas. Enfin, c'est chouette, mais bon, on peut pas trop non plus dire tout ce qu'on fait. D'un point de vue financier, c'est que dalle. Mais d'un point de vue citoyen, c'est quand même extrêmement important. Donc nous, clairement, on a envie de mettre à disposition nos outils, de les mettre à disposition de la démocratie et de l'état de droit, à voir ce qu'ils en font. Aussi au niveau européen, on se pose la question, et notamment de surveillance, enfin d'observer les élections, mais aussi d'observer les plateformes en tant que telles. Et donc là, on travaille non pas avec des institutions, même si on aimerait bien que ça vienne, mais on travaille avec des cabinets d'avocats qui, eux, sont assez intéressés. En fait, le pari qu'ils font, c'est de se dire que pour le RGPD, il y a eu des amendes considérables qui ont été mises sur les plateformes qui ne le respectaient pas. Et donc, les avocats se disent peut-être qu'il y a un nouveau truc à faire avec le DSA, et donc ils cherchent des gens comme nous pour venir prouver que les plateformes font n'importe quoi. Bah, c'est la fin. Merci beaucoup. Si vous avez encore des questions, nous on reste dans le coin pour y répondre. Ouais, plus 25 minutes. Merci pour le petit surplus et merci pour les questions.